Les voyages dits initiatiques et ou spirituels connaissent une émergence fulgurante. Notre besoin de découverte brise de plus en plus les barrières touristiques. Il en est un qui a compris cela et qui accompagne plusieurs milliers de personnes aux quatre coins du monde. Eric Grange, fondateur de l'agence Oasis et globetrotter invétéré, nous invite lors de cette émission à vivre un périple extraordinaire. Des sources sacrées de Tirtampul, en passant par l'île de Pâques face au Moai, direction le Machu Picchu et les grottes de cristal, en s'arrêtant au monastère de Shambhala, pour finir en pleine immersion au sein de la patte gauche du Sphinx en Égypte, sans compter les îles Marquises, le Latak et une dizaine d'autres destinations magiques. Il nous rappelle à l'importance de ces lieux et à leur capacité à bouleverser radicalement notre perception de la vie. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Qui de mieux que notre invité d'aujourd'hui pour parler de ce phénomène, de cette tendance, de cette vague et de cette attraction de plus en plus marquante pour ce qu'on appelle les voyages dits initiatiques. Pionnier en la matière, globetrotter invétéré et amoureux des différentes cultures et traditions mondiales, il est le fondateur d'Oasis, une agence de voyage pour le moins atypique, nous proposant des périples spirituels à travers le monde. Alors les mots tourisme, farniente, camping, bronzette, shopping et apéro pétanque ne sont pas forcément au rendez-vous de cette rencontre. Nous parlerons plutôt ici d'exploration, d'aventure, de reconnexion et de quête tant intérieure qu'extérieure. Sa conviction est simple. Voyager d'une certaine façon favorise largement la transformation personnelle d'un individu. Auteur, par ailleurs, de nombreux ouvrages, il vient avec nous partager les 10 expériences immersives les plus fortes qu'il a pu rencontrer sur son parcours à travers cette belle et magnifique planète que l'on appelle la Terre. Eric Grange, bonjour et merci pour ta présence parmi nous. Bonjour Rudy, bonjour Tamara et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est un honneur d'être invité sur votre chaîne. Elle est nomade, fougueuse et à la fois ancrée à bon port afin de nous accompagner lors de cette rencontre en terre sacrée. J'ai nommé Tamara Buhmann. Tamara, bonjour. Salut Rudy, salut Eric. Effectivement nomade, alors bien ancré, pas tant, hein, c'est toujours la tempête là par chez moi. Ça secoue. Ouais, on a des variations de température qui sont assez hallucinantes. Nous, ici, on a perdu 20 degrés aussi. On est passé de 31 à 10 degrés, effectivement. C'est pas encore le temps de prendre la mer. Pas tout de suite. Ouais. Alors, avant d'énoncer et d'évoquer les 10 endroits, les 10 expériences les plus marquantes que tu as pu vivre aux côtés des voyageurs que tu accompagnes, Eric, j'aimerais d'ores et déjà faire une sorte de disclaimer par rapport aux dérives constatées dans les domaines des voyages dits spirituels, en te posant cette question, cette mode, puisque en vue de l'engouement croissant du public, on peut appeler ça une mode, a-t-elle engendré des écarts qui soient financiers ou moraux ? Oui, effectivement, depuis 17 ans que je me suis créé ce métier, j'ai vu le monde changer. Et quand je dis le monde, c'est qu'il y a une demande mondiale pour ce que l'on appelle le tourisme spirituel. C'est même référencé au niveau de la WTO, la World Tourism Organization, qui ont des indicateurs qui mesurent l'évolution du tourisme spirituel et qui montrent, il y a 4-5 ans avant le Covid, on était à 7-8% des voyageurs au niveau mondial qui voyagent pour raisons spirituelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup, notamment en marché américain, qui explose. Et je le ressens beaucoup en Amérique latine et au Pérou, et en Mongolie aussi, où dans ces contrées-là, au Pérou, on dit sur place que le nombre de chamans a été multiplié par 200 en l'espace de 10 ans, quand en Mongolie, c'est curieux à quel point en une décennie, il y a 600 fois plus de chamans qui sont arrivés et qui proposent leurs prestations. Tout cela, ça fait qu'il y a une sorte de discernement, de vigilance, pour aller chercher vraiment les voies authentiques, c'est-à-dire les voies ancestrales. Par exemple, quand j'organise un voyage au Pérou, je veux un chaman qui soit dépositaire d'une sagesse Anka, qui lui-même lui a été transmise de génération en génération. Et ça demande parfois beaucoup de prospection. Donc effectivement, il y a ce que j'appelle
le folklore spirituel. C'est vrai que ça arrive. Ça s'est trouvé au cinéma avec Mange Prien, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années avec Julia Roberts. Il y a Claude Lelouch aussi qui a fait un film avec Jean Dujardin et Elsa Sten, si je me trompe pas, oui. Qui a montré aussi en périple spirituel. Donc vraiment, il y a de plus en plus de gens. Très bon film au passage. Très très beau film. Jean Dujardin chemine vers une certaine spiritualité très cartésienne initialement. Et c'était En plus une, je crois, le titre. Et justement, les acteurs vont à la fois dans la spiritualité traditionnelle hindouiste que dans la spiritualité moderne, dans les bras d'Ama. Mange Prien, c'est pareil avec Julia Roberts. Et tout ça, ça amène beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous sommes à une époque que je trouve belle parce que les livres de développement personnel sont souvent très bien placés, des fois dans les grandes surfaces, dans les librairies. Et tout cela, ça fait que pour revenir au monde du voyage, il y a une demande mondiale au niveau du voyage. Et effectivement, comme il y a une demande, il y a une offre et il y a des personnes qui se mettent sur cette offre-là. Et effectivement, pour ma part, par exemple, si je suis allé en Mongolie il y a 12-13 ans, aujourd'hui, je n'y vais plus parce que je considère que l'offre n'est plus du tout authentique. Ce qui est très dommage, c'est qu'on peut avoir des chamans qui vivaient dans leur coin de façon un petit peu autochtone avec leurs pratiques spirituelles et qui découvrent l'argent facile avec des groupes d'Américains ou d'Australiens et qui du coup vont incliner leur spiritualité vers ce que veulent leurs acheteurs de prestations. Donc tout ça, c'est quand même les tendances mondiales. Moi, chez Oasis, depuis 17 ans, on a stabilisé des partenariats avec des chamans, des grands prêtres, des médiums, etc. Et j'ai confiance en eux. Souvent, j'ai développé des relations d'amitié avec eux. Et après, au niveau financier, c'est sûr que pour ma part, je travaille pour des Américains. C'est-à-dire, j'ai des Américains qui me confient leur groupe spirituel. Et ce que je vends 3 000 € est revendu 7 à 8 000 dollars sur le marché américain. Bon, oui. C'est la loi du commerce. Après... Tu étais initialement dans le domaine du tourisme et du voyage, mais traditionnel, classique, j'ai envie de dire. Et il y a eu un grand switch, un grand virage, en fait, à partir d'un moment. J'ai tellement eu d'amour pour le voyage que la façon que j'ai eue de voyager à moindre coût, c'était de me faire embaucher chez Nouvelles Frontières comme accompagnateur de voyage. Ce qui veut dire que j'ai une expérience très terrain. Et Nouvelles Frontières m'a affecté à la destination de l'Égypte. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler parce que cette destination est chère à mon cœur. Et après, j'ai beaucoup voyagé dans cette région du Proche-Orient, la Syrie, le Liban, Israël, Yémen, tous les pays très sympas en ce moment. Il fait pas spécialement bon voyager, mais je les ai découverts, j'ai apprécié énormément leur population. Et après, j'ai voyagé plutôt en Asie, en Chine, toujours en emmenant des groupes Nouvelles Frontières, et puis également en Amérique latine. Et je me souviens que dans les circuits Nouvelles Frontières, donc je parle quand même d'il y a 20 ans, on faisait une expérience chamanique, c'était dans le programme touristique. On allait voir en chaman. C'était il y a 20 ans déjà. Ça coûtait, je crois, 1 € ou 1 $ la consultation. Et puis, sur le groupe, il y en a toujours un qui allait mourir d'un cancer dans les 6 mois, sauf si il se faisait en rituel à 2 000 $. Voilà. Donc, déjà, il y a 20 ans. Oui, ça existait. On avait, ce genre de travers, quoi. Est-ce que tu as observé, du coup, avec cette montée en conscience, cet engouement dont on parlait, est-ce que tu as observé un changement de la part du public, que ce soit en termes d'âge ou que ce soit en termes d'ouverture, justement, de conscience ? Ah oui, quand j'ai créé Oasis, il y a 17 ans, on avait essentiellement des gens de plus de 50 ans. En gros... Les gens qui ont connu le divorce, le burn-out, la crise, le boulot qui va pas, et ils commencent à se remettre en question et avoir une approche peut-être thérapeutique, une approche de remise en question personnelle. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce au monde digital, dont vous faites partie, je vous en remercie, du coup, ces messages-là pénètrent tous les âges. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération Z, j'ai des gens dans mon équipe de la génération Z, peuvent avoir 20, 25 ans
et commencent déjà à se poser des questions sur le sens de leur vie, le sens de leur mission professionnelle, leur place. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et ils n'attendent pas, comme il y a une génération, de se casser la figure à 50 ans pour se remettre en question. Donc oui, dans les voyages, il y a de plus en plus de personnes entre 25 et 35 ans. C'est loin de représenter une majorité, mais maintenant, je dirais, il y a peut-être 15%, ce qui est déjà pas mal comme pourcentage par rapport aux 0% du début, de personnes qui sont dans cette tranche d'âge. Et ça va aussi dans l'autre sens. Là, je rentre d'Égypte. La plus jeune personne avait 22 ans. Non, il y avait même une fille qui était venue avec sa maman, et cette fille avait 17 ans. Et à l'extrême, on avait un monsieur qui avait 82 ans. Donc, en fait, on voit que la population s'élargit, et je trouve que c'est vraiment porteur d'espérance, parce que la conscience, elle est en chacun d'entre nous. Cet appel de la conscience est en chacun d'entre nous, et que je trouve que la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de personnes entendent cet appel de la conscience à l'intérieur d'eux-mêmes et se mettent en mouvement avec ça, qui avec des voyages, qui avec des lectures, qui avec des vidéos sur le web. Il y a tellement aujourd'hui de possibilités. Moi qui suis dans le développement personnel depuis 1992, je vois que ce développement personnel utilise aujourd'hui les médias. Il y a même des influenceurs sur les réseaux comme TikTok, etc. Et je trouve ça très très bien. Des fois, le vieux routier que je suis du développement personnel trouve ça un petit peu superficiel, parce que voilà, ça fait 30 ans que je suis en démarche, tout du moins consciente. Mais d'un autre côté, j'aime bien ce monde qui se pose des questions et qui va dans la profondeur de soi-même. Et je pense même que c'est par là que la paix va arriver dans le monde. Oui, donc tu réponds déjà un petit peu à la deuxième question, à savoir l'impulse, ce qui va déclencher l'envie d'un voyage initiatique. Pareil, est-ce que tu le vois évoluer au fil des années? Est-ce que ça reste toujours une quête de sens individuelle ou collective, ou est-ce que tu sens qu'il y a une évolution aussi sur le point de départ des personnes? Je pense que avant, il y avait une volonté de découvrir des spiritualités d'ailleurs. Je le sentais au début, les gens s'inscrivaient sur l'Inde pour découvrir l'hindouisme de l'Inde. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus ponctuel. C'est-à-dire, je veux faire ce rituel d'initiation solaire au Machu Picchu, ça m'attire. Je veux voyager avec telle personnalité dont l'enseignement, les livres, les conférences, les séminaires m'attirent. Et j'ai l'impression que la destination passe de plus en plus après l'expérience. Vous vous souvenez les expressions toutes faites, j'ai fait le Pérou, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait le Canada, machin. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment dans l'air du temps. Même au niveau touristique, les gens vont choisir d'aller peut-être faire la fête à Ibiza, mais c'est pas je vais visiter Ibiza. Ou ils vont choisir d'aller faire de la plage aux Caraïbes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus focusé. Et nous, au niveau de notre public, on sent ça, c'est-à-dire que des fois, quand je renseigne des gens au téléphone, j'ai des personnes, par exemple, ce matin, je renseignais une personne sur une croisière dauphin, et la personne me posait des questions extrêmement précises sur l'expérience dauphin, et je lui disais, vous avez peut-être des questions sur le bateau, sur ce qu'on mange, sur l'avion. Aucune, ça n'avait aucune importance pour elle. Donc on sent peut-être qu'à travers ce focus, il y a un besoin qui est de plus en plus identifié vers les personnes, parce que dans nos voyageurs, on a aussi des personnes qui traversent parfois des coups durs. On a des gens qui s'inscrivent en voyage après l'annonce d'un divorce, d'une séparation, après le décès d'un proche. Et curieusement, alors que certains peuvent avoir tendance peut-être à se replier pour faire leur deuil, pour faire leur travail intérieur, certains font le choix contraire, c'est-à-dire de s'ouvrir et de partir à l'étranger dans un voyage en conscience.
Donc oui, l'impulsion est devenue beaucoup plus précise. Oui, et puis on se redécouvre à travers le voyage. C'est une immense richesse. D'ailleurs, dès qu'on l'aborde jeune, ce voyage à travers le monde, plus on l'aborde jeune et plus on arrive à découvrir une autre version de soi-même et à cheminer davantage. Oui, quand je suis en recrutement, je vois de plus en plus de jeunes qui, dans leur curriculum vitae, presque 1 sur 2, je dirais, sont partis en Australie, où on fait le tour de l'Amérique latine. C'est assez incroyable. Et ça, c'est vraiment très, très chouette de sortir du carcan franco-français. Bien sûr. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est quand même un petit peu lourd, ce carcan. Sans blague. Et que d'aller dans des espaces qui sont, je sens, plus libres. Quand je suis allé en Australie faire une expérience notamment avec les aborigènes, mais j'ai vu que les Australiens ont plus d'air dans l'esprit, je peux dire. Et également dans des sociétés plus ancestrales comme Bali, il y a des questions qui nous sont omniprésentes en France que les gens ne se posent pas quand ils sont à l'étranger, quoi. Mais on va y venir justement. Donc on commence tout de suite avec la première destination dont tu parlais juste maintenant, Bali, les grandes sources sacrées de Tirta Ampul. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas sur place? On surnomme cette île l'île des dieux. Sur cette île-là, le ciment social, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que l'individu, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, jusqu'à sa crémation, il est dans un continuum spirituel. C'est-à-dire, il est dans le ventre de sa mère, il participe déjà à des cérémonies, à des offrandes. Il sort du ventre de sa mère, il y a tout le village autour de lui. Et on dit qu'à Bali, il y a 100 de cérémonies par an. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait autant de jours fériés. Donc, je ne vous dis pas sur place la productivité, mais en même temps, les Balinais, pour avoir passé des mois sur cette île, sont toujours soit dans une cérémonie, soit au sortir d'une cérémonie, soit en entrant dans une cérémonie. Et il y a une composante extrêmement forte dans la spiritualité balinaise, c'est la purification. C'est-à-dire qu'avant de se présenter au divin dans les temples, dans la partie supérieure du temple, on va commencer par se purifier. Et ce que l'on fait, nous, quand on arrive à Bali, c'est déjà d'aller dans les bains sacrés de Tirta Ampul. Tirta veut dire source, Ampul veut dire sacré, où il y a 13 sources sacrées qui sont toutes en provenance du mont Agung, qui est le point culminant de l'île, à 3142 mètres, et toutes les sources issues du mont Agung sont des sources sacrées. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi y a-t-il 13 sources sacrées sur Tirta Ampul? C'est parce que dans la vision balinaise, l'équilibre d'un individu se fait sur 13 segments. Sur ces 13 segments, on a la vie sentimentale, la prospérité, on a la paix avec les ancêtres, on a la paix avec les voisins, donc les relations horizontales, on a la santé. On a donc 13 sources comme ça. Notre première expérience, donc en tenue traditionnelle, c'est-à-dire en tenue blanche, en sarong blanc, c'est-à-dire les hommes sont en ce qu'on appelle portent en sarong, on appelle ça en paréo ou en pagne, donc autour de la taille, on est torse nu. Les femmes, nous, le sarong autour du cou. Donc tout le monde est en blanc et avec cet habit, on va donc habiller dans les sources sacrées. Et sous la première source sacrée, on va réciter le mantra de la source sacrée pour appeler, par exemple, si c'est la vie sentimentale, je ne me souviens pas exactement de l'ordre dans lequel elles sont, pour que la vie sentimentale, ma vie sentimentale, soit harmonieuse, c'est-à-dire est-ce que je suis comblé et que je suis dans la gratitude, est-ce que je suis dans la frustration et je suis dans la prière ou la demande, est-ce que je suis... Peu importe dans quelle situation je suis. Et en tout état de cause, cette purification est très importante parce qu'on aborde donc 13 pans de nos vies et qu'au bout du compte, ça fait un bien fou que de faire le point où nous en sommes, donc immerger sous l'eau qui nous asperge, on va dire, nous dire, voilà, dans la relation à plus grand que moi, eh bien, je dis merci, j'exprime une demande, je demande en pardon. Bref, je fais un travail intérieur. Et ce que j'aime beaucoup dans cette expérience, c'est que au bout d'une heure,
mon groupe est totalement transformé. Les gens sont totalement transformés. Et une fois que cette purification s'est faite avec l'eau sacrée, nous revêtons nos habits traditionnels, donc les beaux habits de cérémonie spirituelle de Bali. Donc pour les hommes, on a le hudan, c'est-à-dire une sorte de couvre-chef, une chemise blanche tout le temps, en sarong sec, et les femmes n'ont pas de hudan, mais ont une sorte on appelle ça une kebaya, c'est-à-dire en chemisier sur lequel elles vont mettre leur sarong pour leur couvrir les jambes. Et on va donc dans la deuxième partie du temple présenter nos offrandes aux auspices divines. Comme tout est collectif à Bali, et ça c'est une notion très importante, c'est-à-dire que en fait, les prières dans les temples ne sont jamais individuelles. Quand je vais au temple, j'embarque ma femme, mon homme, mes enfants, éventuellement les voisins. Ça veut dire que tout se fait collectivement. Je n'ai jamais vu en balinais tout seul dans son temple prier. Il est toujours entouré. Donc on accède à la deuxième partie du temple où on va remettre nos offrandes aux dieux, on va invoquer les auspices divines. Et après, on accède à la troisième partie du temple, donc la Trinité, ce que dans la religion hindouiste, on appelle le Tri-Ita Karana, donc la Trinité, la purification, premier niveau du temple, l'offrande, deuxième niveau du temple, et troisième niveau du temple, la bénédiction du grand prêtre. Dans ce troisième niveau du temple, uniquement les personnes qui ont fait la purification, qui sont allées tout habillées dans les bains sacrés, et qui ont fait les offrandes, peuvent avoir accès à la bénédiction du grand prêtre. Et généralement, on fait ça une veille de pleine lune, parce que c'est à ce moment-là où les énergies de guérison sont les plus fortes dans la représentation balinaise, ce qui fait qu'on termine ça vers les minuit, 1h du matin. Et pour moi, ça a toujours été des moments très forts. Je sais que quand j'arrive sur la partie supérieure du temple, j'ai toujours une émotion dans le cœur, une présence dans le cœur qui me parle de quelque chose qui est toujours très difficile à mettre en mots, qui est toujours très forte, et même le simple fait d'en parler maintenant, je la ressens à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est tout un parcours de purification. Et c'est marrant parce que moi, l'image que je me faisais de Bali, c'était cette capitale balnéaire remplie de digital nomades et d'influenceurs, parce que c'est une destination fiscale et à la fois aussi touristique, mais j'ai envie de dire presque d'expatriation pour énormément d'Occidentaux. C'est ça. Alors en fait, ils sont beaucoup au sud de l'île, vers les plages historiques de Bali, les plages de surf, donc vers Kuta, Seminyak, toute cette partie-là. En fait, 80% des touristes vont sur cette partie de l'île. Et là, sur 20 km, vous avez en hôtel une boîte de nuit, en restaurant, en hôtel une boîte de nuit, en restaurant. Voilà. Ouais. Donc, avant midi, il n'y a personne dans les rues, et à partir de midi, ça commence à bouger. Et effectivement, c'est très balnéaire, cette partie-là. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que même dans cette partie très balnéaire, il y a ce rituel qui me dépasse complètement, c'est que tous les soirs à 18h, donc au moment où le soleil se couche, tout le monde va sur la plage regarder le coucher du soleil. Et si vous regardez sur Internet, coucher du soleil à Kuta, tous les soirs, mais il y a des milliers de gens qui regardent le coucher du soleil. Ça m'a toujours surpris parce que tous ces noceurs, tous ces bringueurs, et on parle aussi malheureusement de la drogue et tout ça dans cette partie de l'île, tout s'arrête. Et tout le monde se retrouve sur la plage à regarder le coucher du soleil. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça montre qu'à Bali, quand même, la spiritualité vient s'immiscer, voilà, un petit peu de partout, quoi. Tu as eu cette rencontre aussi avec un guérisseur, Chokorde Rai, à Ubud, dans le centre de Bali. Chokorde Rai est encore vivant. Je crois qu'il doit approcher les 90 ans. Il est marié avec une femme de 40 ans de moins que lui. Alors, je ne sais pas si c'est le scrème. Toujours est-il, Chokorde Rai est mon guérisseur préféré. Je l'ai vu intervenir des dizaines et des dizaines de fois. T'as vu des miracles? Voilà, et j'ai vu plusieurs miracles. Notamment, j'ai une personne qui habite dans les villages d'à côté. Ça faisait 3 ans qu'elle me téléphonait parce qu'elle était intéressée pour faire mon voyage à Bali. Et c'était la seule personne en 17 ans qui a lu toutes les petites lignes du contrat d'assurance
et qui me disait « Eric, page 25, article 3, alinéa 2, il est marqué ceci, et s'il se passe cela, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me dis « ça c'est absolument incroyable ». Et bref, au bout de 3 ans, elle décide de s'inscrire. Dès le début, il y a une crispation dans le groupe parce que cette personne a ce que j'appelle la questionnite aiguë. Combien de temps on va rester à Hong Kong? Combien il faut marcher entre en avion et à l'autre? C'est pas trop le principe du voyage. Incroyable. Voilà. Bref, après la grande cérémonie de purification que je viens d'évoquer, on va voir le guérisseur. Donc les gens passant par un, en tenue traditionnelle, puisque c'est ton temple. Et elle se lève pour passer. Le guérisseur la voit donc à 3-4 mètres, et je le revois faire ces gestes. Toi, mental trop fort, je peux rien pour toi. Alors c'est assez violent pour cette personne qui s'appelle Janine. Elle est complètement sidérée. Ça fait 3 ans qu'elle réfléchit pour venir au voyage. Elle va au bout du monde, et puis là, subitement, le guérisseur ne peut pas la prendre parce qu'elle lui dit qu'elle est un peu inguérissable. Elle est en choc. Elle se met à pleurer. La seule chose que je peux faire, c'est lui distribuer des Kleenex et puis continuer le programme. Donc le lendemain, je ne sais plus où est-ce qu'on allait, peut-être dans un autre temple ou marcher dans les rizières. En tout état de cause, 2-3 jours après, on allait dans son lieu et en allant sur ce lieu, on passait pas loin du temple du guérisseur. Et je dis au groupe, on était peut-être une quinzaine, tiens, j'aimerais bien qu'on s'arrête à nouveau et qu'on refasse une tentative pour Janine. Est-ce que vous êtes d'accord? Évidemment, le groupe a dit oui. Et là, nous arrivons chez le guérisseur. Et chose surprenante, le guérisseur accepte de traiter Janine. J'ai filmé, c'est sur ma chaîne YouTube. Il prend des herbes dans son jardin, il met sa salive dessus. Donc, il mélange les herbes avec sa salive et il lui crache sa salive avec les herbes sur les tempes. On le voit faire, j'ai filmé. Il fait quelques gestes comme ça, tac, 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 tac. Et là, grand silence. Tout le monde regarde Janine, on se regarde tous. Et Janine, tu dis quelque chose? Ça va, Janine? Vous allez me croire ou pas, Janine n'a plus posé de questions superfétatoires. C'est un miracle qui s'est fait sous nos yeux. Parce que après, dans le déroulement du voyage, souvent on disait « Mais Janine, t'as pas une question, là tu veux pas savoir à quelle altitude est le volcan et le bus, combien de litres il consomme au 100, etc. » Et à la fin, on lui a remis une énorme gerbe de fleurs qui symbolisait la sagesse supérieure. Et j'ai vu Janine 2-3 ans après. Elle était guérie de sa questionnite, libérée de sa questionnite. Et ça s'est fait comme ça. Et ce guérisseur, chaque fois que je l'ai vu intervenir, c'était toujours différent d'une personne à l'autre. Des fois, il prenait 3 personnes à la fois. Il disait « Toi, toi et toi, venez là » et il faisait le même rituel. Et ça durait, mettons, 5 minutes. Et puis la personne d'à côté, il lui donnait des devoirs. Moi, ça m'est arrivé. C'était au début, quand je commençais à travailler pour Oasis. Il m'avait dit, toi, tu travailles trop. Ok, tu m'as dit de pas trop travailler, effectivement. Et il me donnait un petit système très simple avec des allumettes. Il disait, tu prends 2 allumettes, tu les mets comme ça, et tu mets une allumette supplémentaire au-dessus. Donc, un truc, j'ai jamais vu ça nulle part. Il m'a dit, voilà, et tu regardes ça tous les matins pendant 1 minute. Et je l'ai fait. Il n'y a pas de drames qui se sont passés, peut-être parce que je l'ai fait. Et simplement, il avait, ce guérisseur, comme beaucoup d'autres guérisseurs, n'ont pas de protocole prédéfini. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, pour une personne, ils vont peut-être faire un rituel d'1 heure. Pour une autre personne, ils vont lui donner des devoirs à faire. Pour d'autres personnes, il va les prendre 3 par 3. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, et surtout qu'il le sait de façon très intuitive. Tout de suite, il voit la personne et il voit ce qu'il faut faire. En tout cas, j'ai filmé ce miracle de Janine. J'ai aussi été témoin d'autres miracles. Je me souviens d'un monsieur qui était maître Reiki et qui était bouleversé. Il s'est mis à pleurer à la sortie de son expérience de guérison avec Joe Corday. Je ne sais pas de quoi il a été guéri, il ne l'a pas communiqué dessus, mais la seule chose qu'il a dit, c'est « je ne pensais pas qu'on puisse un jour me libérer de ça, j'ai ça depuis, je crois, 40-50 ans ». Et il était absolument bouleversé. Donc ça montre qu'il y a
en potentiel de guérisseur. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait au début sur le marché du voyage spirituel, moi ce que j'aime chez Joe Corderay, c'est qu'il ne demande pas d'argent. Alors nous, on lui met des billets dans sa corbeille, mais il ne regarde même pas si on met des billets dans sa corbeille. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Je pense par exemple aux Philippines. On a arrêté de travailler aux Philippines parce qu'aux Philippines, j'avais des guérisseurs qui me demandaient, je ne sais pas si ce n'était pas 30 000 € la semaine pour amener en groupe. Et encore, ils travaillaient 2 heures par jour. Ouais, c'est ce fossé, en fait, c'est cette dichotomie qui est impressionnante parce qu'après, il ne faut pas diaboliser non plus ceux qui demandent une énergie en contrepartie, une contrepartie financière, hein, monétaire. Mais quand on a des tarifs aussi exorbitants, effectivement, ça vient entacher la fonction. Mais en tout cas, il y a eu de belles métamorphoses à Bali et ce que j'ai pu en comprendre, c'est une belle transformation, 2 belles transformations personnelles que tu as pu vivre à travers tous ceux que tu as accompagnés. Ah ben, j'ai hâte d'y retourner. Ça fait depuis 2005 que j'organise des voyages là-bas et pour moi, c'est le voyage spirituel par excellence. C'est-à-dire que sur place, déjà, on a une telle douceur et puis en environnement logistique, les hôtels sont très beaux, la nourriture est très bonne. Et ça collabore au bonheur, quoi. Eh ben, c'est noté. Allez, on ferme les yeux tout de suite et on visualise maintenant une autre destination, la fameuse l'île de Pâques. Et tu vas nous parler des Moai, de la grotte des Vierges, d'Aotai. Qu'est-ce que je m'en suis vu avec l'île de Pâques pour monter en voyage à l'île de Pâques. C'est l'une des très rares destinations où j'ai dû me déplacer 3 fois pour arriver à monter mon voyage. Parce que quand j'étais sur place, j'avais en carnet d'adresses qui me venaient de mes collègues de Nouvelles Frontières. Il y a 22 Français qui sont installés sur place, 22 Français ou Françaises. Ils sont tous mariés avec des Rapa Nui, donc des gens locaux. Souvent, ils ont des enfants avec eux. Et du coup, je me suis efforcé de les rencontrer. Et je me suis rendu compte au début que quand je cherchais des lieux de pouvoir, tout le monde me disait « oui, il y en a, et ils sont où ?» Et personne ne savait. Je me suis dit « c'est quand même très très bizarre ce qui se passe là ». Bref, je passais comme ça d'un guide à l'autre. Lors de mon premier séjour, au bout d'une semaine, toute l'île savait qu'il y avait un Français qui était sur l'île pour faire un repérage de voyage ésotérique. Ça circulait avec le marché quotidien de Angaroa. Et un jour, je rentrais d'une excursion et puis il y a une personne qui m'attend à l'hôtel, peut-être là depuis 1 heure, je ne sais pas. Elle me dit « c'est toi le Français qui veut faire un voyage ésotérique chez nous ?» Et vu la question comme elle est posée, il faut faire attention. Je commençais à comprendre que les Rapa Nui étaient prêts peut-être à me dévoiler certains lieux, mais fallait un petit peu déjà que je montre mes intentions. Toujours est-il, je rencontre comme ça Christine, c'est une Suissesse qui s'est installée à l'île de Pâques. Et il y avait quelque chose, moi, qui me fascinait sur l'île de Pâques, c'était la fameuse grotte des Vierges. Tout le monde sur place a entendu parler de la grotte des Vierges, il y en a très très peu qui savent où elle est. On sait que c'est derrière le volcan du Nord, là, mais on sait pas trop où. Et cette grotte des Vierges, de quoi il s'agit? C'est-à-dire, après l'ère des Moai, il y a eu l'ère des rois de l'île de Pâques, c'est-à-dire que tous les ans, les tribus de l'île envoyaient un représentant, ils allaient se mettre au sud de l'île, et le premier qui ramenait de la part des petits moutous, c'est-à-dire des petits îlots qui sont à peu près à 200-300 mètres de l'île, en œufs de sterne, donc les premières sternes qui arrivent de la saison de l'année, sans le casser, devenait le roi de l'île. Et la récompense du roi de l'île, on parle d'il y a 200 ans, c'était de choisir une fille qui avait été mise dans la grotte des Vierges pour qu'elle ait le teint très pâle. Donc on est vraiment sur des rites assez moyenâgeux. Mais toujours est-il, cette grotte des Vierges est connue pour avoir des pouvoirs particuliers et il n'y a jamais eu sur l'île de Pâques des critiques sur ces temps où chaque année le roi de l'île changeait et une femme devenait sa femme et après avoir été dans la grotte des Vierges. C'est très curieux, il y a même quelque chose d'assez amical par rapport à ces rites. Peut-être parce que cela a permis de préserver en équilibre sur l'île. En tout cas, personne ne savait vraiment où était la grotte des Vierges et je tombe sur Christine qui me dit « Eh ben, écoute,
Je crois savoir où elle est. Et nous voilà marchés sur le mont Poike, c'est-à-dire la seule partie de l'île où il n'y a pas de pierre. On a l'impression qu'on est sur un parcours de golf. Sauf qu'au bout de ce mont Poike, qui est un mont volcanique, il y a des falaises. Et des falaises qui font à peu près entre 40 et 60 mètres. Et quand je dis des falaises, c'est vraiment des falaises comme ça. Elle me dit, je crois que c'est par là. Je dis, d'accord. Et on voit un tout petit chemin, mais on est vraiment à flanc de falaise. Moi, j'avais vu des photos de la grotte des Vierges auparavant. Et elle me dit, je crois que c'est là. Elle cherche un peu et elle me dit, viens, c'est là. Donc je descends. Faut imaginer, sur cette falaise, je reconnais l'entrée de la grotte qui est conforme aux photos que j'avais vues avec ce qu'on appelle les makemake. Les makemake, ce sont des représentations des divinités avec des gros yeux et des gros cercles. C'est-à-dire on a des gros yeux dans des grands cercles et ça veut dire que cet endroit est un endroit sacré. Tout de suite, je comprends que c'est la grotte des Vierges et je ressens beaucoup de contentement d'avoir ce lieu mythique. Donc là, il y avait une sorte de première entrée, pas très grande, à peu près 2 mètres. Et après, il y avait une sorte de goulet qui devait faire à peu près 50 cm dans lequel il fallait se glisser. Et je vais pour m'approcher de ce goulet et je sens à l'intérieur de moi le non. Non, tu n'as pas le droit de rentrer dans cet espace-là. Christine me regardait, Christina. Et je lui dis, je peux pas rentrer là. C'est tellement fort. Elle me dit, toi, tu as perçu le tabou. Et effectivement, on n'a jamais voulu qu'un homme rentre dans cette grotte. Et là, après, elle m'a montré d'autres lieux de pouvoir. Et ça me touche beaucoup parce que ça peut paraître extraordinaire de dire, mais attends, Eric, t'as fait 24 heures d'avion. T'arrives à cette fameuse grotte des Vierges, tu es devant et tu ne rentres pas. On parlera aussi de l'Égypte plus tard où j'ai vécu une expérience similaire. Et j'ai dit, ben oui, je suis resté dehors parce que le tabou était très très fort. Et je pense que sur cette île-là, il y a ces énergies dans les îles polynésiennes que nous appelons le mana. Donc l'énergie de vie, on appelle ça le ki ailleurs, le chi, voilà. Il y a beaucoup de tabous au niveau du mana. Alors tabou, ça ne veut pas forcément dire secret comme on le croit en France. Ça veut dire interdit, c'est-à-dire le roi de l'île, par exemple, disait « il est tabou d'aller pêcher dans cette zone de l'île ». Pourquoi ? Parce que pendant un an, on laissait les poissons tranquilles se reproduire entre eux et l'année d'après, on allait récolter pêcher les poissons dans cette zone qui, à un moment donné, était tabou et on attend que le tabou soit levé pour aller repêcher dans cette zone. Et effectivement, il y a des zones à l'île de Pâques qui sont tabous et le simple fait de communiquer le tabou, c'est déjà presque interdit pour les Rapa Nui. Donc, quand on veut percer certains secrets dans ces lieux sacrés, il n'y a pas d'autre solution que d'être en alliance avec une personne de confiance qui vous fait confiance. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument fabuleux. C'est la chose peut-être la plus sublime de mon métier, c'est d'appeler parfois. Et à l'île de Pâques, avant que je découvre cette grotte des Vierges, il a fallu que je passe plusieurs jours sur l'île et ailleurs dans d'autres contrées aussi, d'appeler la personne qui va me faire confiance pour me montrer des choses que d'habitude on ne montre pas. Et c'est de là où elle m'a montré des tikis qui n'étaient pas référencés, notamment un tiki en albâtre, oui, je me trompe pas. Alors qu'est-ce qu'un tiki ? Parce que les moaïs, on situe, mais... Non, en moaï, excuse-moi. En moaï, c'est vrai qu'on dit tiki. Le tiki, c'est le petit moaï ici, on va dire. Oui. C'est-à-dire, les moaïs, ceux qu'on voit sur les photos, ils font entre 10 mètres pour les plus petits et 30 mètres pour les plus grands. Tu les as approchés, j'imagine. Est-ce qu'ils dégagent une énergie particulière ? Certains, oui. Je me souviens du premier moaï que j'ai rencontré à Utaï. Je me suis mis devant et j'ai dit, mais enfin, c'est quand même dingue. Et je suis d'abord entré dans le mental qui m'a dit, mais comment ils ont fait pour monter des statues comme ça alors qu'ils avaient rien, pas d'outils mécaniques, etc. Donc, je suis rentré dans quelque chose de mental. Puis après, j'ai dit, OK,
laissons tomber tous les scénarios, toutes les histoires, etc. Ressens les choses. Et j'ai regardé le Moai. J'ai eu ce subterfuge un petit peu avec moi-même. Tiens, Moai, si tu as un message à me transmettre, quel est ce message à me transmettre? Et là, rien. Je me dis, ok, Eric, un petit peu... fallait pas t'imaginer que tu puisses téléphoner comme ça en Moai. Et puis, je suis quand même resté. Il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que je me suis dit, à un moment donné, lâche de comprendre. Lâche de chercher, lâche de poser des questions. Là, à cet instant, c'est toi, Eric, tu es sur l'île de Pâques, tu es face à ce Moai. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du mystère de la vie qui m'a traversé. Et ça s'est manifesté, ça a été pratiquement l'une des rares fois dans ma vie où j'ai ressenti ça, par une absence de limite. C'est-à-dire, je ne sentais plus mon corps. C'est comme si je faisais partie du monde. Je ne sais pas comment le dire. Je me suis dilaté, toujours imprégné de cette conscience. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais il n'y a plus de limite. Il n'y a pas la limite entre mon corps. Je suis Eric jusque-là, et là, je ne suis plus Eric, c'est de l'air. Je n'avais plus cette dualité. Ça a été pour moi, finalement, la grande réponse de ce Moai, quand j'ai dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et qu'une demi-heure après, je vivais ce qu'on pourrait appeler une expansion de conscience, une extase, quelque chose qui nous dépasse, une grâce peut-être, je pourrais dire une grâce, en cadeau de vie qui, aujourd'hui, des années après, j'y repense assez souvent et c'est pour moi une illustration de l'expansion de conscience, de ce qui me touche le plus. Eric, merci pour ce partage. Là, tu nous embarques, tu nous fais rêver complètement. Là, on entend une expérience personnelle très, 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 très forte. Au ressortir d'une expérience telle, est-ce qu'il te vient de suite l'idée de « j'aimerais la partager à d'autres » ou est-ce que du coup, parce que j'entends aussi dans ton témoignage le côté peut-être pas pouvoir l'inclure dans un voyage initiatique au tout venant, presque. La question est très pertinente parce que déjà, je n'aime pas trop parler de voyage initiatique, c'est l'expression commune. Moi, je préfère parler de voyage à potentiel initiatique, c'est-à-dire qu'en gros, je présente en égrégore, en lieu, une personnalité inspirante, une date, et puis on regarde ce qui se passe. Pour certaines personnes, il ne se passe rien. C'est assez rare quand même. En général, il se passe toujours quelque chose. Mais simplement, ça, je sais que je ne peux pas le partager parce que c'est mon expérience personnelle et je peux encore moins le promettre. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à cette île qui me transmet des secrets et cette partie de moi qui a envie de répondre à ces appels de personnes qui veulent s'approcher un petit peu des secrets, des lieux de pouvoir du monde et de Rapa Nui, puisqu'on parle de Rapa Nui. Alors, je prends des gens locaux en qui j'ai confiance, notamment par exemple Arturo, qui est une sorte de sage local, qui a fait des recherches sur justement les traditions Rapa Nui. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais intervenir sur mes groupes? Et quand il est intervenu sur mes groupes, par exemple, on est allé sur un lieu qui s'appelle Tepitokura, où nous allons, là, cette année, au mois d'octobre, il y a une éclipse qui passe en octobre, tout début octobre, sur l'île de Pâques, c'est-à-dire elle est très peu visible dans le monde. Sur cette bande de l'éclipse passe sur l'île de Pâques. Donc j'ai dit, avec un groupe, on va à Tepitokura pour vivre cette éclipse. Mais quand j'y suis allé avec Arturo et en groupe, j'y vais dans son esprit, voilà, Dieu, je t'amène mon groupe, je t'amène ma sincérité, ces gens-là sont préparés, je prépare mes groupes à l'inconnu, il va se passer quelque chose, il va peut-être rien se passer, j'invite quelqu'un et puis on regarde ce qui se passe. Je suis vraiment là pour la cause, dans le lâcher-prise, parce que je ne peux rien promettre. Je ne peux absolument pas promettre une expérience initiatique. Je peux dire qu'il y a un potentiel, je peux dire que là, il peut se passer quelque chose. Souvent, il se passe quelque chose, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et quand
Arturo était sur la pierre du mana, donc une pierre assez ronde, comme un gros œuf, mais qui fait à peu près 50 cm de large, avec 4 autres petites pierres autour, pareil sous forme de 4 œufs, et qu'il se met à chanter, à faire des gestes comme ça, et qu'on voit des rapaces arriver à peu près 20 mètres au-dessus de la pierre, et tourner avec nous, et que ça dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et que tout le monde chante, et qu'à un moment donné, les chants s'arrêtent, et on regarde, il n'y a plus de rapaces. On se dit, attends, j'ai pas rêvé, là, il y avait bien des rapaces qui tournaient autour de nous. Il s'est passé une osmose entre les personnes, le médium, c'est-à-dire la personnalité locale qui connaît ses secrets, qui peut-être a appelé les rapaces, peut-être pas, je n'en sais rien, et je lui pose même pas la question. Et ce qui s'est passé là, avec les rapaces, avec le vent, avec la mer qui était à côté, avec le soleil, et il y a quelque chose qui s'est passé là. Et après, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'écouter les témoignages des gens. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Il y a des personnes qui vont dire, ah bah tiens, il m'est venu une idée sur ce qui s'est passé dans ma famille et que j'ignorais, et clac, c'est le cadeau. Pour une autre personne, ça va être ah, j'ai ressenti de l'amour pour cette personne qui m'a fait du mal dans le passé. Une autre personne dirait tiens, j'ai eu des visions. Et puis 1 an, 2 ans après, ah ben oui, mais les visions, en fait, c'était des prémonitions. C'est ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a que des lieux et des potentialités, des égrégores. La transformation peut être infini. Il y a très peu de gens qui passent en voyage à potentiel initiatique qui repartent comme ils sont arrivés. Il y en a, mais en général, c'est plutôt l'exception. On a quand même vu des grandes métamorphoses. Comme je dis, le nombre d'unions, de désunions, de gens qui ont changé de carrière, de gens qui ont déménagé, de gens qui ont pris des grandes décisions pendant le voyage ou dans le prolongement d'un voyage. Pour moi, c'est le grand cadeau, c'est-à-dire que en fait, il y a des lieux et des personnes qui nous prédisposent à la transformation. Ça ne veut pas dire que là, ici, dans mon bureau, dans un environnement familier, il n'y a pas de transformation. Mais je pense qu'il y a des lieux parce qu'ils sont fréquentés depuis des siècles, parce qu'il y a des personnes qui sont ouvertes à des sagesses, sont un petit peu des catalyseurs qui vont faire qu'une expérience ne se serait pas déroulée dans un milieu ordinaire et se déroule. On a une expérience extraordinaire dans un lieu qui n'est pas familier, quoi. Oui, puis il y a l'aspect aussi tellurgique, énergétique. On parle aussi des ley lines. Hein. C'est ça. On est sur des endroits très particuliers, géographiquement parlant. Les lines, par exemple, on les fréquente en partie en Angleterre. On y va depuis 15 ans dans le Wiltshire, là où il y a beaucoup de crop circles, c'est-à-dire des figures géométriques qui se dessinent dans les champs de blé. Et effectivement, c'est très curieux de voir cet alignement. Par exemple, dans le sud de l'Angleterre, qui est quasiment sur une ligne droite et qui traverse des lieux assez improbables, comme Avebury. Avebury, c'est l'un des plus grands cercles de pierre du monde, c'est-à-dire il y a 4 cercles de pierre avec un immense cercle de pierre autour, mais le cercle doit faire peut-être 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre de diamètre. Donc il y a une route qui traverse le cercle de pierre, donc il y a vraiment une départementale qui traverse le cercle de pierre en plein centre, et au centre de ce lieu hyper sacré, qu'est-ce qu'il y a? Un pub. Et ça, pour moi, ça me choque un peu, mais pas trop. Bah, c'est très anglais. Oui. Parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, on voit bien qu'il y a des gens dont on peut penser qu'ils n'ont aucune démarche spirituelle, etc. Mais pourquoi ils vont se mettre là? Il y a des lieux qui sont magnétiques, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des lieux où, comme on dit, on y va, on en ressort en pèlerin. C'est comme je parlais des touristes qui, tous les soirs à 18h, sont sur la plage de Kuta pour observer le coucher du soleil. Je crois fermement que les lieux énergétiques attirent tout le monde. Et que du coup, oui, il y a un mec qui a fait un pub au centre d'Avebury. Il a eu envie de le faire là, il aurait pu le faire à côté, sur un tumulus, sur une vue, etc. Il l'a fait là parce que peut-être inconsciemment, il s'est dit, là, il y a quelque chose qui est drôlement sympa.
On va énoncer les autres destinations. On passe par le Pérou cette fois-ci et on revient un petit peu à cette anecdote, le McDonald's des psychédéliques, hein, la prolifération du business du chamanisme sur place. Tu as eu quelques expériences assez marquantes que tu m'as partagées en off. Oui, en fait, historiquement, j'avais rencontré un chaman qui était venu ici en France, qui m'avait tenu des propos assez ésotériques sur le Pérou. J'avais commencé à organiser, je crois que j'ai dû faire 2 groupes avec lui. Et ce gars-là, à la fois, il dévoilait des choses très ésotériques sur les lieux, j'en parlerai tout à l'heure, mais en même temps, il me gênait un petit peu par son ego. Il nous parlait que voilà, ici, ils avaient des vraies montagnes, c'était pas des petites montagnes comme vous en France. Il avait des propos qui me gênaient. Et toujours est-il, parmi ses assistants, il y avait Polo, et qui était toujours de bonne humeur, toujours prêt à rendre service. Et je discute avec Polo, je dis, mais je te sens connecté avec les traditions Anka. Il me dit, ben oui, dans la famille, on est chaman de père en fils. Et je dis, mais pourquoi tu travailles pour ce chaman-là? Il dit, ben c'est comme ça, c'est ma vie. Je cherchais du boulot et puis je me suis mis à travailler pour lui parce que il faisait du chamanisme. Et je lui dis, bah, écoute, c'est toi qui m'intéresse, est-ce que tu voudrais travailler avec moi? Il m'a dit, mais je ne sais pas, j'ai pas d'agence de voyage locale, j'ai jamais travaillé en direct avec des groupes d'occidentaux, il faut leur dire beaucoup de choses. C'est vrai que ça, c'est une chose importante à comprendre, c'est que quand on amène des groupes occidentaux, il y a tout un travail préalable que je fais avec le groupe, avec ces groupes, en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut pas dire, voilà où il faut mettre les pieds, là où il faut pas mettre les pieds, voilà où il faut faire silence, parce que les personnalités locales spirituelles, au Pérou, à Bali ou ailleurs, n'expliquent jamais ça, puisque pour eux, tout le monde connaît les règles. Donc du coup, je lui dis, ben, Polo, je vais travailler mon groupe, et puis toi, je vais t'apprendre à accueillir les groupes d'occidentaux, c'est-à-dire quand tu fais un rituel, il faut que tu leur dises où il faut se placer, il faut que tu leur dises où il faut mettre les mains, il faut que tu leur dises où il faut qu'ils fassent silence, il faut que tu leur dises là, comment ils respirent, il faut que tu leur dises tout parce qu'ils ne connaissent pas ça, ils viennent pour ça. Et en fait, j'ai appris à Polo à se structurer par rapport à ça. Donc, il a créé une agence locale, immatriculée. On lui a appris avec ma présence. Je dis, ben voilà, ton rituel, tu fais comme ça. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on travaille avec. Et en fait, ça montre bien que pour moi c'est l'une des perles parce que la vie est étrange dans cet appel que j'ai d'avoir des personnalités locales authentiques. Des fois ça passe par des chemins de traverse qui sont surprenants, comme là le mirage d'un chaman qui après devenait un petit peu fou au niveau de ses prétentions financières. Ben, ça fait que la vie m'a présenté son assistant et puis qu'après j'ai travaillé avec son assistant qui est devenu en animateur de nos voyages chamaniques hors pair. Notamment, il fait ce qu'on appelle l'initiation solaire au Machu Picchu. Alors le Machu Picchu, la grotte de cristal, c'est ça? Voilà, au-dessus de la grotte de cristal. Machu Picchu a été découvert il n'y a pas très longtemps. Ça fait, je crois, 150 ans qu'on a découvert le Machu Picchu. C'est un Écossais qui l'a découvert. On savait qu'il y avait une citadelle dans toutes ces montagnes, une citadelle invisible depuis la vallée, mais sur ces pics, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. On disait qu'il y avait une citadelle. Et un jour, un Écossais a trouvé enfin la fameuse citadelle perdue des Incas, qui était quelque peu envahie par la végétation. Si vous regardez sur Internet des anciennes photos du Machu Picchu, c'est pas du tout le Machu Picchu domestiqué qu'on a maintenant. Toujours est-il, Polo sait nous emmener sur un endroit particulier où il nous montre que effectivement il y a une grotte avec des cristaux. Et il nous dit, là, c'était un lieu de rituel Anka depuis la nuit des temps. Et c'est quoi ce rituel Anka? Ben, on monte au Machu Picchu, on se lève à 4 heures du matin pour être au Machu vers les 5 heures. Et ce lieu est juste en face du lever du soleil. Et on attend que le soleil apparaisse et on est dans une sensibilité de réception où on sent les rayons du soleil nous caresser depuis les cheveux, le troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, etc. Et on fait ça en conscience, en silence, on se met en blanc et dans une position de salutation au soleil. Ça, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau et c'est aussi
en rituel de purification. On appelle ça la douche en cas, c'est-à-dire tous les matins, on pourrait imaginer cette lumière nous traverser. Et des fois, je le fais le matin en repensant au Machu Picchu, simplement par la conscience, en me disant « Ok, avec ta conscience, laisse-toi balayer tes différentes strates jusqu'aux pieds. On peut, comme si tu disais à la vie, nettoie-moi de mes toxines, nettoie-moi peut-être de mes rêves ou de mes cauchemars de la nuit, nettoie-moi de tout, et je veux m'ouvrir à cette journée qui s'offre à moi avec le plus d'ouverture possible, le plus de sincérité possible, le plus d'authenticité possible, quoi. » On regarde le soleil se coucher à Bali, on le regarde se lever au Machu Picchu avec Eric. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Il y a beaucoup de rituels avec le soleil et la lune. Je sais pas ce que t'en penses, Rudy, ça me fait penser, on a fait une émission avec Valérie Jesper sur les passeurs d'âme, et les passeurs de façon plus globale. Plus j'entends Eric, plus j'entends cette fréquence du passeur qui aide à passer certes d'un pays à l'autre, mais surtout d'un état de conscience à l'autre, qui se présente aussi, consciemment ou pas en tout cas, mais comme un gardien, comme un garant de ces lieux sacrés, et qui prépare ses équipes de voyage à accueillir ces nouvelles fréquences. Moi, ça me fait beaucoup penser aux passeurs. Effectivement, oui. On franchit certaines frontières qui sont pas forcément que matérielles et géographiques, qui peuvent être intérieures parfois aussi. Alors, je voudrais continuer par rapport à toutes les destinations, toutes les anecdotes qu'on voulait mettre en exergue aujourd'hui, puisqu'il en reste encore quelques-unes. Il y avait également donc cet endroit à plus de 5000 mètres d'altitude, un endroit historique construit pratiquement à l'époque de Bouddha au 8e siècle. On parle du monastère de Samye. J'avais toujours envie d'aller au Tibet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, quand on parle du Tibet, il y a souvent une équation Tibet égale domination chinoise, ce qui est vrai, ou appropriation chinoise. Mais j'ai voulu quand même y aller, et je me suis rendu compte que sur place, il y avait une configuration spirituelle absolument différente. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait un conflit de territoire, il n'y a pas de conflit spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois sont très bouddhistes. Et nous sommes, et ça c'est très très chinois, avec tous ces paradoxes, c'est-à-dire autant quand on est à Lhasa, au Tibet, il est interdit de prononcer le mot Dalai Lama, c'est interdit, autant au Potala, il y a des milliers de personnes qui se prosternent devant les tombeaux des Dalai Lama numéro 10, Dalai Lama numéro 11, Dalai Lama numéro 12. Et je trouve ça assez incroyable, et il faut attendre avant de s'asseoir en lotus devant un tombeau de Dalai Lama qui est recouvert de tonnes d'or, quoi. Et ça m'a vraiment interpellé. J'ai dit, mais c'est absolument incroyable. Je suis dans une partie du monde où le mot Dalai Lama est interdit, où les gens se prosternent devant ces Dalai Lama et leurs tombeaux. Ceci étant dit, dans cette ferveur bouddhiste, j'ai voulu aller sur un temple très éloigné de Lhasa qui s'appelle Samye. C'est un temple qui a été construit en 770 de mémoire. C'est un temple qui est presque contemporain du Bouddha, puisque le Bouddha, c'est les années 600. C'est le premier monastère bouddhiste ? Voilà, il est identifié comme le tout premier monastère bouddhiste. C'est un monastère en bois. Il y a beaucoup de bois dans ce monastère, ce qui montre que le bois peut traverser les ans, en tout cas quand il est bien entretenu, ce qui est le cas. Et moi, il s'est passé quelque chose d'assez spécial. C'est que j'étais avec un petit groupe, et au moment où nous sommes rentrés dans ce temple, on pensait rentrer dans le temple, s'asseoir, se mettre peut-être en méditation, se plonger dans l'ambiance, peut-être allumer une bougie. Et en fait, le temple était rempli de moines. Et au moment où nous sommes rentrés, mais à l'instant où nous sommes rentrés, ils se sont tous mis à chanter. Ils étaient peut-être 80. Et ces chants, bon, je vous épargne les miens, mais ça nous a pris les tripes et c'était tellement profond. J'avais l'impression que je traversais les siècles, là, que je me retrouvais des siècles auparavant. C'est simple, je me suis mis à pleurer. J'étais bouleversé par ça parce que il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché au Tibet,
c'est que le dialogue est impossible avec les Tibétains pour des questions chinoises. Les Tibétains ne sont pas autorisés à parler. C'est une sorte d'omerta, en fait, voilà, qui est largement palpable sur place. Voilà, donc du coup, il y a les regards, il reste les regards et il reste les chants. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui est exactement ce qui me plaît le plus dans le voyage, c'est-à-dire avec des personnes qui sont d'une autre culture, dans notre héritage que le mien, il y a une partie commune. Et ça, avec les années, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et j'ai souvent, dans ma vie, cherché, tiens, qu'est-ce qu'il y a de commun avec cette personne-là que je connais ni en noir ni en blanc? Il y a pourtant quelque chose qui est familier. Après, j'ai compris que je n'aurais jamais la réponse. Parce que ce qui nous unit, c'est le mystère hein, de toi, Rudy, de toi, Tamara, de moi et de chacun. Et il y a quelque chose qui se reconnaît entre nous. Et ce que je trouve absolument saisissant et qui me fait vibrer au plus haut point, c'est qu'en cette partie-là, je la retrouve avec des cultures, des gens de culture, de langues, d'histoires tout à fait différentes. Et c'est là où, dans mon histoire de vie, pour moi, le voyage est devenu spirituel au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui nous accompagne, qui, pour ma part, plus facilement, je dis bien pour ma part, j'en fais pas une généralité, plus facilement cernable, appréhendable, quand je suis loin de la France, dans d'autres bouillons de culture, on va dire. Et là, il y a quelque chose qui, comme il y a beaucoup de différences, eh bien, permet d'identifier quelque chose qui est commun. Et pour moi, c'est le grand cadeau du voyage, quoi. Et à chaque fois que j'ai voyagé, Eric, et Dieu sait que j'ai énormément voyagé dans ma jeunesse, enfin, je suis encore jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, je ressentais cette sorte de chape de plomb à chaque fois que je repassais la frontière francophone. C'est incroyable. Et alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être ne pas plaire, mais il y a cette blague du routard. Un jour, Dieu a fait les pays. Alors, il a fait des pays de lacs, il a fait des pays de montagnes, il a fait des pays où il faisait chaud, il a fait des pays où il fait froid. Et puis, il s'est dit, un jour, je vais faire le plus beau pays du monde. Donc, il y a mis la mer, l'océan, les montagnes, les plaines, les rivières, la pluie, le soleil, etc. Et quand il s'est dit, ah bah tiens, ce pays, il a tout, les autres n'ont qu'une partie, alors il a dit, dans ce pays, je vais y mettre les Français. Voilà, c'est un peu raide, je sais, mais c'est un petit peu vrai parce que, comme dit Sylvain Tesson, la France est un petit paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et c'est vrai que quand on voyage beaucoup et quand on voit dans les conditions dans lesquelles vivent la plupart des humains sur notre planète, ça permet à relativiser. Et pourtant, il y a, comme tu le disais, ce carcan qui nous tombe dès qu'on franchit la frontière. Il y a quelque chose qui est voilà. Donc c'est pour ça, comme dit le Dalai Lama, allez chaque année dans un endroit que vous ne connaissez pas. C'est l'un des 20 préceptes de vie du Dalai Lama, de sortir de notre carcan et d'aller voir ailleurs, peut-être sûrement d'autres carcans, mais aussi d'autres poches de lumière. Alors on repart sur nos voyages initiatiques et on va cette fois-ci en destination d'un monastère aussi encore une fois, mais cette fois-ci on parle du monastère de Shambhala. On va parler des pôles magnétiques, énergétiques et du World Energy Center, donc du centre de l'énergie mondiale. Un jour j'ai fait un itinéraire de 3 semaines en Mongolie. Mon contact local me dit, tiens, on va t'emmener au WEC, le World Energy Center. Je dis, World Energy Center, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça sonne très World Trade Center. Voilà, c'est un truc. Oui. Et du coup, on va dans un lieu où c'est marqué, un lieu qui est connu, qui s'appelle Shambhala, qui est un lieu de pèlerinage, où les Mongols vont régulièrement, où la terre est très très rouge, où il y a des stupas, beaucoup de stupas avec des bouddhas dedans, et les gens méditent et vont dans ce lieu, qui est à peu près à 2000, 3000 km de l'Ulaanbaatar, dans la steppe, donc au milieu de rien. Et mon guide me dit, bah tiens, je vais t'emmener au WEC.
Et puis il m'emmène dans un endroit où il y a une sorte de petite colline, et puis on se stupa au-dessus de la colline. Il me dit, c'est là le centre de l'énergie mondiale. J'ai dit, d'accord. Puis il y a un petit panneau, mais pas plus grand que ça. World Energy Center. Je dis, c'est bon, les Mongols, là, ils hésitent devant rien. Et puis il m'emmène sur une petite colline, et puis il y a une pierre, et dans ce pierre, il y a une sorte de tige filetée avec un boulon autour. Il me dit, c'est là. Je dis, d'accord, bon. Il me dit, mets ton portable là-dessus. Et je mets mon portable sur l'endroit, et là, je vois que j'ai du réseau. C'est incroyable, j'ai du réseau, alors qu'on est à 3000 km d'Oulan-Bator. Et effectivement, je commence à enlever mes préjugés, parce que là, il m'a scié. Il dit, là, il y a quand même un truc. Il n'y a pas d'antenne 5G cachée dans la pierre? Non, mais là, dans la steppe, il n'y a rien de rien. Et arrive un lama, très très haut gradé, et qui nous fait un discours d'un quart d'heure. On n'a rien compris, c'était un mongol. Et après, il nous a fait un rituel pareil d'aspersion d'eau sacrée. Et à un moment donné, effectivement, j'ai senti que je basculais dans un espace de vastitude. Alors, est-ce que c'est de la suggestion, est-ce que c'est de la réalité, à la limite, peu importe, mais j'ai eu l'impression d'un moment hors du temps où je n'avais plus mes idées, je n'avais plus mes tourments, tout ce qui me passe par la tête. Une joie que j'appelle la joie de la félicité, c'est-à-dire la joie de l'âme, que l'on peut reconnaître chez certains lamas ou essentiellement chez le Dalai Lama. Cette joie, c'est un petit peu pétillante, profonde. Et j'étais dans cette expérience-là. Et c'est mon expérience du World Energy Center. C'était à proximité du monastère de Shambhala? Voilà, c'est ça, voilà. Enfin, à proximité, quand on regarde d'Oulan-Bator, ça doit être à 100 km quand même, quelque chose comme ça. Mais c'est dans ce même région. Quartier, voilà. Et est-ce qu'il y a un lien entre la légende du Shambhala et cet endroit, puisqu'on parlait de lieux physiques, notamment avec Anne Givaudan? C'est-à-dire qu'en fait, on parle de la Shambhala céleste, ce temple céleste, un petit peu de relais de prière pour aller encore plus haut. En tout cas, c'est la compréhension que j'en ai. Les Mongols ont leur Shambhala, et en fait, il y a une théorie qui parle, et c'est pour ça que du reste, j'étais allé à l'île de Pâques et à Atacama, qui sont aux antipodes de la Shambhala de Mongolie. C'est-à-dire que dans le programme que nous allions d'abord à ce qu'on appelle l'ancienne Shambhala, donc celle de Mongolie, et la nouvelle Shambhala, les nouveaux points d'activation énergétique dont on dit qu'ils sont en train de migrer vers l'Amérique, vers le sud de l'Amérique du Sud. Les fameux pôles magnétiques. Le fameux pôle, voilà, à Atacama, mais aussi en Patagonie, enfin dans toute cette zone-là du monde, quoi. Et effectivement, on a fait cette expérience. Alors on part du côté de l'Égypte, puisque c'était tes premiers amours, tes premières aventures, historiquement parlant. Et là, c'est assez impressionnant. Bon, déjà, on va parler de la grande pyramide de Khéops, et apparemment, tu serais rentré dans la patte gauche du Sphinx dont tout le monde parle, et dont on parlait aussi avec Géraldine Garance, entre des annales akashiques, berceau d'énormément de légendes et d'histoires qui circulent en ce moment. Je connais bien Géraldine, on a voyagé ensemble avec des groupes. Et alors, ça s'est fait sur plusieurs voyages. En fait, il y a un moment où, quand j'étais dans la grande pyramide de Khéops, il y a la chambre du roi, qui est à peu près au point d'équilibre de la pyramide visible, on va dire. Mais sur cette chambre du roi, il y a la chambre de la reine dessous. Donc on a accès par un couloir, et il y a un autre couloir qui va pénétrer sous la pyramide, et en symétrie par rapport à la chambre du roi, il y a une autre chambre qui est dessous. Un jour, je suis rentré dans ce très long couloir pour aller sur la chambre du bas, pendant que mon groupe faisait un rituel avec un enseignant dans la chambre du roi. Je dis, moi, je vais aller tout en bas. Cet enseignant, c'était en anglo-saxon. Il m'avait dit, ne va pas là-bas, you will freak. Ça veut dire, tu vas flipper. Et je lui dis, oh, allez,
Pas moi. Soyons fous. Et j'y suis allé et je trouve une chambre assez petite où il y a des rochers. Mais surtout, je vois en couloir à peu près je dirais de 50 cm sur 30 cm de haut qui va en direction du Sphinx. Et je me dis, bah tiens, je vais quand même aller voir ce qu'il y a dans ce couloir. J'avais juste une petite frontale. Et voilà que je suis à plat ventre et que je rampe dans le couloir. Mais c'était autorisé à l'accès au public, ça? Moi, j'avais privatisé la pyramide. Donc, j'avais la pyramide pour moi pendant 2 heures. La privatisation était autorisée pour les organismes touristiques? Alors non, ça c'est quelque chose que moi je dispose parce que en étant... comment dire, je peux privatiser tous les temples et tous les musées d'Égypte avec des relations. Ah oui, avec des relations. Avec des relations au niveau du ministère des Antiquités, du ministère de l'Armée, il faut les deux, et avec beaucoup de bakchiches. Ah oui, effectivement, voilà. Parce qu'on a eu des retours comme quoi c'était très fermé. Hein. Oui, voilà. Donc là, pour la cause, on reboucle un petit peu sur les questions financières du début. Bon, bah écoutez, on peut corrompre, il faut employer le mot, des gens qui vont recevoir cet argent mais qui vont en faire bénéficier leur famille et vont nous ouvrir pendant un certain temps les lieux, notamment la grande pyramide de Khéops. Donc ce qui fait que pas plus tard que hier, j'ai un groupe qui était dans la grande pyramide de Khéops. Wow. Voilà, puisque je rentre d'Égypte, je suis rentré de Haute-Égypte il y a quelques jours. Et mon groupe, une partie du groupe continuait sur la Basse-Égypte, donc Khéops, le Sphinx, etc. Et toujours est-il, comme j'avais privatisé, j'ai dit au garde, bah, tiens, tu m'ouvres l'accès pour aller en bas. Tu t'es retrouvé donc à ramper donc, ce petit passage étriqué. Et sur quoi je tombe? Sur des pierres, c'est-à-dire le passage est bloqué. Et là... je me trouve bête, pour parler simplement, et je rentre dans une énergie très noire. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui me prend, mais je rentre dans une énergie de dévaluation, de dépréciation de moi-même, et je me mets à paniquer, et je repense au maître anglo-saxon qui était dans la chambre du roi, qui faisait son rituel, qui m'avait dit « ne va pas là-bas ». Bref, je panique, je remonte de façon très précipitée, et je vois la dernière personne du groupe qui sort de la chambre du roi, qui elle sortait nickel, alignée, tout propre et tout. Et moi, j'étais dans un état très très perturbé et en plus très décalé par rapport au groupe. Bref, je vais dehors, je respire et je me dis mais c'est très bizarre ce que j'ai vécu là. Et la chose est restée mystérieuse peut-être 3-4 ans parce que lors d'un voyage avec un intervenant, je crois que c'était Daniel Meroy, il était entre les pattes du Sphinx, il faisait son rituel entre les pattes du Sphinx, et j'avais remarqué que sur le flanc gauche du Sphinx, il y avait comme un soupirail qui était très mal fixé, et ça faisait déjà 2-3 fois que j'allais autour du Sphinx, en 2-3 voyages différents, et j'étais interpellé par ce que j'appelle ce soupirail. Et je dis à quelqu'un quand même par précaution, écoute, je rentre dans le Sphinx. La personne me dit, tu rentres dans le Sphinx? Et je dis, j'ai vu le soupirail, si vous ne me trouvez pas, je suis rentré par là. Et je regarde, là par contre je n'avais pas l'autorisation, je regarde qu'il n'y ait pas de militaire ni de surveillance, j'enlève donc ce qui est cette petite cagette en bois vaguement grillagée, je rentre dedans, je fais une petite chute de 2 mètres, c'est très facile pour moi. Mes pieds sont dans des ramassis de poubelles parce qu'en fait, les gens, quand ils nettoient au bord du Sphinx, ils envoient les papiers, les canettes de Coca-Cola dans cet endroit. Bon, c'était loin d'être propre, mais toujours est-il, je vois le tunnel qui va en direction de la pyramide. De la pyramide avec une porte en fer, grillagée en fer, puis en cadenas qui devait avoir 50 ans, qui a été à moitié rouillé. J'espère qu'ils n'ont pas perdu la clé. Et je le vois là-dessus. Et là, j'ai eu quelque chose qui est monté en moi. J'ai dit, mais bon, physiquement, les couloirs existent. Je pense, d'un côté, il est bouché par des pierres. De l'autre côté,
il est bouché par cette porte en ferraille. Et ma compréhension, je sais que des fois je me fais critiquer là-dessus, mais bon, c'est ma compréhension et je le dis comme je le pense. Je pense que l'humanité n'est pas prête dans son ensemble à connaître le secret des pyramides et du Sphinx. Je le dis comme je le pense. D'où ces différentes spéculations tout azimut que nous avons autour des pyramides, extraterrestres et autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'agitation parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. Ça paraît pourtant très simple, c'est physique, ça existe. Pourquoi c'est fermé? Il suffirait d'ouvrir la porte, Parce qu'il existe un entre-deux. D'un côté, tu étais confronté à une sorte de mur de pierre, de l'autre à une barrière avec un verrou, un cadenas assez usagé. Il y a bien un entre-deux, il y a quelque chose. Voilà. Alors, déjà, les énergies sont pas très propre des deux côtés, aux extrémités. Quand j'ai écrit mon deuxième roman, j'ai imaginé mon héros pénétrer et aller au bout de ce couloir, et j'ai imaginé en lac souterrain. Je suis pas le seul du reste à imaginer ça. Cette version, je l'ai entendue par différentes personnes, et en lac souterrain auquel l'accès se ferait par le son. C'est ce qui m'est venu en imagination, c'est-à-dire qu'il y aurait comme des portes que l'on pourrait ouvrir avec le son. Ça me rappelle l'île de Pâques où on dit que les Moaïs se déplaçaient avec les chants du mana qui étaient insufflés par le roi de l'île, donc, et que les Moaïs rentraient en vibration et se déplaçaient depuis le volcan principal Rano-Raraku pour aller jusqu'au bord de l'île et s'ériger en faisant le dos à la mer. Là, c'était pareil, c'était une histoire de son. Et moi, ce que j'imagine, c'est qu'il y a des portes qui sont décodables ouvrables par le son. Et je pense qu'il y a peut-être une sorte de lac intérieur, d'un très grand calme, d'une très grande pureté, ce qui serait du reste pas forcément très surprenant, parce que il est dit que quand les pyramides ont été construites, bien avant les barrages, donc avec les crues du Nil, qui faisaient que on a même encore certaines vieilles photos en noir et blanc qui montrent que le Nil arrivait pratiquement au pied des pyramides. Ça existe, hein, on a des photos là-dessus, hein, qui ont été prises peut-être il y a 100, 120, 130 ans. Donc, c'est un petit peu mon avis. Alors pourquoi les Égyptiens, pourquoi l'humanité bloque cet accès? Je ne sais pas. Là, je n'ai pas de réponse. C'est passionnant, c'est fascinant en tout cas. Ça exacerbe notre imagination et ça alimente de vieilles légendes. De la même manière qu'il y a eu cette expédition il y a 3-4 ans là, dans Khéops, je ne me souviens plus le nom, puisque j'ai vu les instruments de mesure, qui a permis de détecter qu'il y avait une chambre qui serait creuse, qui peut-être renfermerait des trésors, qui n'aurait pas encore été ouverte. Et ça, ils sont quasiment sûrs d'eux, puisqu'ils ont fait des mesures avec les vitesses des tachyons, des choses extrêmement précises. Peut-être qu'un jour, l'humanité aura une révélation. Une meilleure visibilité là-dessus. Incroyable, ouais. On continue les voyages et tu nous embarques cette fois-ci sur les îles Marquises. Alors, ça aussi, c'est une île polynésienne, Ivaoa. Ivaoa, c'est l'île de Brel et de Gauguin. J'étais très heureux d'aller sur cette île, c'est 25 heures d'avion. Sur cette île, il y a des marae. Les marae, ce sont les temples cérémoniels, donc ce sont des lieux de culte et de pouvoir. Et je trouve une guide sur place qui me guide pour aller dans les marae. Dans un marae en particulier, je rentrais façon touriste. Et là, de la même manière que pour la grotte des Vierges, je m'arrête sec. Mais il y a quelque chose qui m'arrête et qui me dit « Eh oh, comment tu rentres dans ce lieu sacré ?» En touriste, l'appareil photo, il fait un peu chaud, la casquette, une lunette de soleil. Pour la cause, j'étais pas vraiment voyageur spirituel dans l'âme, j'étais un peu avec moi-même. On sortait du 4x4, on allait voir ce marae, qu'est-ce qu'il y a à voir, etc. J'étais dans une dynamique assez ordinaire. Et en fait, et ça s'est rarement produit dans ma vie. La première fois, c'était à la grotte des Vierges.
je me trouve arrêté net. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui me dit « Ok, sois attentif ». Je commence à pénétrer donc en silence dans le Marae, puis là je vois Antiki. Antiki, c'est un petit moai. Vous allez me dire, c'est quoi un moai? C'est quoi Antiki? Antiki, c'est une statue de pierre qui a des vertus de pouvoir. Et ce tiki, il a des gros yeux, une grosse bouche, et il m'évoque un petit peu les maquets de l'île de Pâques. Du reste, les marquises et l'île de Pâques sont reliées, puisque un roi des îles Marquises a reçu en voyage astral, c'est ce que dit la légende, l'existence d'une autre île à 4000 km, donc l'île de Pâques, et qu'il a envoyé des navigateurs aller trouver cette île de Pâques, et que les 7 navigateurs, ou les 5, je crois que c'est les 5 navigateurs, ont créé les 5 moai, les seuls 5 moai sur la plateforme Aoakivi, qui sont les 5 moai qui regardent la mer, alors que les 1000 autres moai font le dos à la mer. Peu importe, en tout cas, il y a des liens très forts entre les Marquises, et spécifiquement Ivaoa, et Rapa Nui, donc l'île de Pâques. Toujours est-il, dans ce Marae à Ivaoa, je vois un tiki et je touche le tiki. Je ne sais pas pourquoi, je touche le tiki. La guide me dit « Tu as touché le tiki ?» Je dis « Voilà. Oui, j'ai touché le tiki. »« Tu as touché le tiki comment ?» Je dis ben, « J'ai mis mes mains comme ça, là. » Elle dit « Ah, c'est bien, c'est symbole de prospérité. Tu aurais mis tes mains comme ça, tu aurais pu jeter des sorts, mais ça aurait été très, très mauvais pour toi. » Et en fait, on voit que les énergies, pour moi, les énergies de tabou et de puissance spirituelle, mais au sens fort du terme, c'est dans les îles polynésiennes que je les ai perçues. Et ce sont des énergies qui peuvent être assez dualistes. On connaît des histoires de navigateurs qui n'ont pas respecté les tabous locaux et qui ont vécu des calamités dans leur vie. À l'inverse, quand on respecte les tabous, on reçoit l'énergie du mana, donc l'énergie de vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enseigné, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle le respect. On a commencé l'émission en parlant de l'essor du voyage initiatique, et aujourd'hui, il y a comme une gourmandise du voyage initiatique, une certaine fantasmagorie autour des lieux sacrés. Et des fois, expérimenter en lieu sacré, même s'il est au bout du monde, c'est peut-être tout simplement rester devant et dire « là, je n'ai pas le droit de faire un pas de plus ». Mais ça peut être frustrant parce qu'après tous ces kilomètres parcourus, on se retrouve devant l'endroit en question et non, stop. C'est ça, c'est ce que peut se dire le mental. Et au bout du compte, si on sent que c'est juste, comme moi devant la grotte des Vierges, j'ai jamais regretté. Au contraire, je pense que j'ai sauvé ma vie à ne pas aller plus loin. Absolument, parce que j'aurais fracassé le tabou de la grotte des Vierges. Sincèrement, je pense que je serais plus de ce monde. T'as tiré une malédiction, tu penses? On en est là? J'en suis absolument sûr. Ah ouais. En Polynésie, j'en suis absolument sûr. Il y a quantité de cas comme ça. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très sensible aux malédictions, mais dans les îles polynésiennes, je fais très très attention à ça. Et des fois, c'est ce que je dis, il vaut mieux rester à distance, mais avec l'énergie positive du respect et de voir ce qui va nous traverser, plutôt que d'aller courir et je ne sais trop quoi chercher, alors que ce n'est pas notre place. Et c'est peut-être ça le voyage initiatique, c'est de rester déjà dans le respect des lieux et effectivement de pouvoir ressentir ce que l'on ressent. Peut-être la frustration, mais au bout du compte, est-ce que c'est une frustration que de se dire « tiens, je sens que je n'ai pas à aller plus loin, ou je sens que je dois toucher le tiki, la main sur le tiki et non pas dessous. » Ça, c'est des choses qui pour moi sont extrêmement importantes, vraiment. Et c'est pour ça que sur l'île de Pâques, j'ai dû y aller au moins 3 fois avant de monter vraiment mon premier voyage pour inviter des gens, parce que l'île de Pâques s'est dévoilée vraiment petit à petit. Avec moi, il a fallu que je montre mon intégrité,
mon respect. Et à ce moment-là, des portes se sont ouvertes, quoi. Oui, et puis alors en Occident, on a l'effet Disneyland, on a des files d'attente, des barrières d'attente, des temps d'attente. On est un petit peu cadré, j'ai envie de dire. Là, on doit se faire face à une tradition orale et la respecter. Donc c'est cette notion de respect qui est assez... Puis de persévérance aussi, parce que bon, c'est un budget. Revenir 3 ou 4 fois sur les îles de Pâques, c'est quand même un voyage en avion, les défraiements, donc, et puis le logement sur place, la nourriture, etc. Donc ça demande un certain investissement quand même. Ouais. Oui, j'y entends aussi un appel à l'humilité, puisque finalement, de voyage en voyage, tu apprends aussi et tu amènes d'autres personnes à épouser des fréquences. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a aussi cet appel à la sagesse, au respect, tu le disais, mais il y a aussi ce concept d'humilité que j'entends quand tu en témoignes. Ça, c'est la moindre des choses quand on va vers l'étranger, même s'il y a un point commun qui nous relie tous. Et c'est ce que vraiment j'enseigne quand je prépare mes groupes, c'est dire, écoutez, ici, nous sommes invités, on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer, on ne peut pas exiger, on ne peut pas acheter. On peut acheter une nuit d'hôtel, on peut acheter en vol, mais on ne peut pas acheter le secret dans le temple. Ou alors, si on l'achète, c'est d'abord en montrant ce que l'on donne au temple. À Bali, on commence par donner, à faire des offrandes avant de recevoir des bénédictions. Et pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire, il a fallu que je donne 3 voyages à l'île de Pâques pour que l'île de Pâques lève ses mystères. Et puis cette année, on fait deux groupes à l'île de Pâques pour l'éclipse du 2 octobre. Et c'est souvent dans ce sens-là que ça se fait. J'ai aussi beaucoup vu ça chez les aborigènes. J'étais hébergé dans une tribu aborigène et avant qu'ils me dévoilent les holy water, les parois sacrées, il a fallu que j'attende. Il a fallu que j'attende, que je comprenne certaines choses qu'on ne me disait pas. Et un jour, on m'a montré les holy water, les trous d'eau sacrés, etc. quoi. Ça, c'est des choses... il faut aussi se souvenir que les tribus de Rapa Nui, de l'île de Pâques ou les aborigènes sont aussi des gens qui ont été persécutés. Dans les années 1800, il ne restait que 111 personnes sur l'île de Pâques, puisque les Chiliens ou les Péruviens, je crois que c'est les Chiliens, sont arrivés, ont capturé les résidents de l'île de Pâques, les ont fait travailler dans les mines au Pérou. Après, les ont relâchés, mais ils avaient pris des maladies qui n'existaient pas sur l'île et ils ont ramené des maladies sur l'île de Pâques et ça a décimé l'île. Donc, ce sont l'île de Pâques. Les gens préfèrent parler de Rapa Nui ou de Matakiterani, c'est-à-dire le nom historique de l'île de Pâques. Parce que le mot île de Pâques, c'est un navigateur qui un jour a découvert une île le jour de Pâques et il a planté le drapeau de son pays en disant « maintenant c'est à nous ». C'est un peu vexant pour les gens locaux. Donc du coup, faut pas s'étonner que pas plus tard que quelques siècles après, on est un petit peu prudent avec les gens qui arrivent d'ailleurs. Et ça, c'est encore plus vrai avec les aborigènes qui subissent encore des persécutions de la part du gouvernement australien et qui se surprotègent, qui surprotègent leurs traditions, leur vie même. Et moi, l'une des plus grandes rencontres parmi mes voyages, c'était Bob Randall. Vous pouvez aller voir sur Internet, Bob Randall, un aborigène que j'ai rencontré sur le marché d'Ayers Rock, là, la ville qui est à côté de The Rock, le rocher d'Uluru. Et il y a un courant qui est passé entre nous, il m'a dit « viens à la maison », il m'a montré où habitaient les aborigènes, et il m'a montré des parois du rocher qui sont des lieux d'invocation pour la santé, pour d'autres vertus. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu interviennes sur mon prochain groupe. Et puis, il n'a plus répondu à mes emails. Et en fait, j'ai compris, après j'ai appris qu'il était décédé. Et en fait, c'est l'une des grandes rencontres de ma vie, puisque j'ai eu l'impression qu'il me dévoilait des mystères à moi, parce qu'il savait
qu'il était mourant. Et dans mon roman, mon tout premier roman, je me permets de le montrer, Mon cœur se remit à battre, c'est le seul personnage dont j'ai gardé le prénom un petit peu pour le prolonger à travers mon livre. Et ça, pour moi, Tamara parlait d'humilité, et je pense que c'est la grande leçon du voyage, c'est-à-dire que au bout du compte, quoi que je veuille, c'est la vie qui va choisir pour moi de me montrer, me dévoiler, me créer une interaction avec une personne à un moment donné, ou plus tard, ou jamais. On va finir brièvement sur les 2 dernières expériences. En parlant d'humilité, il y a des voyages à haut risque, j'ai envie de dire. Tu voulais nous parler du Yémen et d'une expérience d'une immense humanité vécue avec un chauffeur de taxi qui t'a amené finalement à accepter la différence. C'est ça. Alors, c'était quand je faisais des voyages avec Nouvelles Frontières à l'époque. Tous les 6 mois, j'allais au Yémen. Le Yémen, c'est un peu le Moyen-Âge, faut dire. Hein. C'était en guerre aussi pendant une bonne période. Il y a beaucoup des rivalités entre les tribus, et c'est un monde qui est beaucoup vécu en autarcie. La contrepartie positive des pays qui ont vécu en autarcie, c'est qu'ils ont gardé des traditions très vivantes. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et mon conducteur de 4x4, je le retrouvais tous les 6 mois. Et à un moment donné, il me montre une photo d'une fille de 12-13 ans. Et pour le flatter, je sais que les hommes au Yémen sont très sensibles à ça. Je dis, elle est jolie, ta fille, comment elle s'appelle? Il me dit, non, c'est ma 4e femme, je viens de l'acheter avec l'argent du tourisme. Et mon guide à côté voit mon embarras et me dit, c'est bien que ce soit lui qui a acheté cette fille parce qu'il a de l'argent, il pourra bien l'entretenir. Et il enfonce le clou. Et moi, je rentre dans quelque chose où je suis évidemment perturbé entre ma culture française droits de l'homiste, nous, l'étendard des droits de l'homme, toute la culture et le wokiste maintenant, on peut le dire même. Hein. Voilà. Oui. Et puis mon cœur qui a été touché par cet homme-là qui à l'âge de 50 ou 55 ans, on faisait 70, était partiellement édenté, et qui m'a montré cette photo avec tellement de joie, il était tellement content, et je me suis dit, mais moi, je serais né au Yémen, j'aurais peut-être la même chose. Et c'est là où la partie universelle qui nous relie est juste bénéfique à se souvenir, parce que au bout du compte, qui je suis, moi, qui a grandi en France avec un héritage pour juger lui, mais qui a grandi au Yémen avec son héritage à lui, et nous sommes sur la même planète, mais quelque part sur des univers différents. Et là, j'ai vu que je pouvais aimer cet homme, même si dans ma tête, mes idées me disaient ce que fait cet homme me génère beaucoup de jugement. Mais il y a un bon nombre de féministes en France qui devraient faire un stage là-bas, éventuellement, pour avoir ce recul intrinsèque. Cette vue d'ensemble, j'ai envie de dire. Bah oui, non, et c'est vrai. Non, bon, ce que j'entends surtout, c'est qu'un voyage en conscience, c'est un voyage sans mental, avant tout. On laisse le mental à la maison quand on part en voyage. Et pas que, des fois, bon, on peut garder notre mental, mais justement le calmer, l'apaiser en revenant à notre pays d'origine après, en se disant, bah effectivement, je ne reconnaissais pas ça, je ne reconnaissais pas si. On a peut-être des définitions différentes de ce qu'est la liberté, mais en tout cas, on n'est pas si mal loti que ça en France. Voilà, et c'est aussi la notion, on a parlé tout à l'heure de respect, et je pense que le respect de la différence d'une culture autre, c'est aussi, ça rejoint l'acceptation, qui est quand même la grande clé de l'évolution transpersonnelle, on va dire. Et donc tu as été en Syrie aussi, si je ne m'abuse. Alors c'était en période de guerre aussi. Tu as été dans d'autres pays du Moyen-Orient. Jamais en période de guerre, mais je connais effectivement la Syrie, Palmyre. Il y a des villes absolument magnifiques, des villes romaines absolument magnifiques. Et tous ces pays-là m'ont touché par la gentillesse des gens. Alors, on ne va pas parler de leurs gouvernants, mais au niveau de la population, sont vraiment des gens
que j'ai trouvé très, très fraternel. Allez, on va finir avec le Ladakh en Inde, puisqu'il fallait aller en Inde, bien entendu. Tu as fait la rencontre d'un personnage. Le Dalai Lama, oui, oui. Tu l'as rencontré en personne? Voilà, alors que je n'ai aucune prérogative ni aucun privilège. Simplement, j'étais à Leh, au Ladakh, et en fait, il y avait tous les préparatifs de la retraite du Kalachakra que le Dalai Lama donne de temps en temps au Ladakh. Il faut savoir que le Dalai Lama vit soit à Dharamsala, plus exactement à McLeod-Ganj, donc plus au sud de l'Inde, et l'été, il va prendre un petit peu le frais dans les montagnes du Ladakh où le climat est beaucoup plus sain. Et du coup, alors c'est assez fou, je vais taper à sa propriété, il y a un garde évidemment qui me dit « j'aimerais tellement rencontrer le Dalai Lama », évidemment il me dit « bah non ». Non. Et j'insiste. Et je reste là. Je me dis peut-être que je le verrai sortir ou rentrer. Et je reste là peut-être 4 heures, 5 heures. J'attends. Je sympathise un peu avec le guide, mais qui de toute façon était inflexible avec le gardien plutôt. Et puis à un moment donné, il a un petit peu peut-être pitié de moi. Il me dit, écoute, si tu veux voir le Dalai Lama, demain, il va se rendre à sa retraite du Kalachakra. Il y a sa résidence qui est là. À côté, il y a cet immense stade et il y a la Seine qui est de l'autre côté. Ça fait à peu près 1 kilomètre. Des fois, il fait ce kilomètre à pied. Donc, si tu te mets devant la résidence, sa résidence, peut-être qu'au tout début de son chemin, peut-être que tu le verras. Et dans ce cas-là, je me lève à 3 heures du matin. De toute façon, je ne dormais pas la nuit. Je vais l'attendre à partir de 5 heures du matin devant sa résidence avec mon thermo de thé parce qu'on est quand même à 4500 mètres d'altitude. Et là, je sommeille un petit peu. C'est 6 heures, 7 heures, 8 heures. Je me dis, bon, à un moment donné, il va peut-être bien sortir. Donc, soit je le vois dans sa voiture, soit il passe à pied. Et à un moment donné, je tourne la tête et je le vois à pied. Avec ses gardes du corps et toute sa sécurité autour. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'il y avait d'autres personnes autour qui avaient eu la même stratégie que moi. Et tout le monde se tient à 2-3 mètres. Et moi, je vais pour m'avancer et la sécurité me laisse passer. Après, il y avait quelqu'un qui a pris des photos et effectivement, dans sa sécurité, il y avait le garde de la veille qui m'avait vu repérer. Et en fait, je me trouve face à lui. Et là, je sais pas quoi dire parce que je ne m'attendais pas à me retrouver face à lui. Et j'ai une photo qui a été prise. Et du coup, j'avais une kata, c'est-à-dire l'écharpe blanche des bouddhistes. Et je lui dis en anglais, j'aimerais que vous me donniez une bénédiction sur ma kata. Et c'est ce qu'il a fait en posant sa main. Et j'ai eu ça, et puis il m'a regardé en riant, puis il a continué à marcher. Et ça, je l'ai fait 2 fois, c'est-à-dire que le lendemain, comme le Kalachakra devait durer peut-être 1 semaine ou peut-être 10 jours, je l'ai refait le lendemain, il m'a reconnu, et là, comme je savais que je pouvais le rencontrer, je lui ai dit, voilà, il y a quelque chose qui me gêne dans ma vie, et je lui ai dit la problématique que je traversais. Et là, il me dit, accepte. Alors je dis, ok, je sais, accepter pour transformer. Et il me dit, non, pas accepter pour transformer. Si tu veux accepter pour le dépasser, pour le transformer, tu vas pas accepter. Et là, il me dit, accepte comme si ce qui te fait souffrir restera avec toi éternellement. Et là, effectivement, quand je fais « Ah !», c'est que je commence à rentrer dans le dispositif d'acceptation. Et pour moi, ça c'est la leçon du Dalai Lama pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, accepter, cette fameuse parole « accepter et vous transformerez », c'est un leurre, c'est une dérive, on n'accepte pas pour transformer. Et la meilleure façon d'accepter, c'est d'imaginer que ce qui nous arrive ne va jamais changer du tout et que ça va être comme ça jusqu'au restant de nos jours. Et je pense que c'est une belle leçon qu'il m'a transmise là.
Ben, on te remercie beaucoup, Eric. On vous le rappelle, Eric est tout simplement le fondateur de l'agence Oasis Voyage, donc une des premières agences, si ce n'est la première agence francophone à avoir proposé des voyages dits enquête, donc potentiellement, je le rajoute, initiatique, sacré, traditionnel, spirituel. Le site pour éventuellement te rejoindre. Alors, il y a oasisvoyage.com pour les voyages. Et pour mes livres et mes oracles, c'est ericgrange.com, tout simplement. On met tout ça en bas dans la description comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Tamara. C'était la tempête. On a vu la caméra faire des allers-retours. On s'accroche. J'aimerais quand même citer cette superbe phrase qu'on trouve sur ton site Oasis. Voyager en conscience, c'est grandir en amour. J'espère que pour les spectateurs qui auront entendu tes différents témoignages, ça nous permet de toucher du doigt à notre tour, même en étant derrière l'écran, tous ces plaisirs que tu offres et auxquels tu inities, potentiellement, mais auxquels tu inities. Donc, toucher du doigt les secrets et le sacré de l'humanité. Merci à toi. Grand merci. Merci à vous deux. Merci. amdessine.com si vous êtes thérapeute quantique et ou holistique et si éventuellement vous cherchez des thérapeutes dans votre région. On vous le rappelle, la plateforme devient de plus en plus active, vous êtes de plus en plus nombreux, il va y avoir des changements, notamment sur le fait qu'on travaille d'arrache-pied depuis 1 an et demi de façon bénévole et que au bout d'un moment on monétisera la plateforme, c'est fort probable. Donc d'ici là, profitez-en parce que l'offre elle est encore en place, donc vous pouvez venir gratuitement et à vie venir vous faire référencer. On vous accueille avec notre équipe, on remercie encore une fois la quinzaine, que dis-je, la vingtaine de bénévoles qui nous accompagnent dans ce beau projet qui a lieu depuis plus d'1 an et demi, qui s'appelle Âme Dessine et que vous suivez. On vous remercie de tout cœur pour votre soutien, vos partages, vos likes. Bon, même si ça peut paraître accessoire, on vous a rencontré sur le terrain et on n'a qu'une seule envie, c'est de vous revoir lors de prochaines occasions. Qui sait, peut-être cet été, à voir. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, bye.